Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, le bonjour à toutes et à tous. Et bien sûr, un clin d'œil spécial à mon cher Frédéric Brindel. Clin d'œil intercepté en plein vol. Bonjour Judith Belair, bonjour à tous. Une confidence, les vraies voix de ce soir s'annoncent rugueuses. De 17h à 19h, vous avez rendez-vous tous les jours avec nous, les vraies voix de l'été. Vous le savez, notre micro vous est ouvert. Parlons ensemble, car chaque parole a son importance et mérite d'être entendue. Tout ce qui va être dit a fait l'objet d'une mûre réflexion. Voici donc le sommaire des vraies voix, Judith. On réfléchit et on parle ensemble. Le grand débat à 17h30. Le patron des Républicains et ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a vivement critiqué le macronisme dans un entretien à Valeurs Actuelles, le qualifiant de mouvement sans véritable idéologie politique et prédisant sa disparition après Emmanuel Macron. En réponse, la ministre de l'Éducation a quant à elle l'a accusé sur le réseau social X de vouloir diviser la majorité et d'affaiblir la résistance face aux extrêmes, en insistant sur le fait que le macronisme est à la fois une idéologie et un parti politique. Bruno Retailleau explique que sa participation à la coalition gouvernementale de droite et du centre ne signifie pas son adhésion au macronisme, mais qu'elle est motivée par l'intérêt général et son refus que la gauche mélenchonisée accède au pouvoir. Et évidemment, vous vous en doutez, le Conseil des ministres a débuté ce matin par une pique d'Emmanuel Macron à l'attention de Bruno Retailleau. L'objectif, remettre le ministre à sa place, mais en conséquence, un possible face-à-face entre le président de la République sortant et son prétendant successeur. Au-delà des attaques politiques, Bruno Retailleau se positionne, c'est une évidence. D'où notre question sur le compte X de Sud Radio. Bruno Retailleau a-t-il l'étoffe d'un président de la République ? Répondez. Et puis notre coup de projecteur à 18h40, le 30 juin dernier, le journaliste français Christophe Glaise a été condamné en Algérie à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme dans le cadre d'un reportage réalisé pour le magazine SoFoot, suite à son entretien avec l'ancien président d'un club de foot devenu leader indépendantiste kabyle. Le lendemain, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a lui aussi été condamné en appel à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale après avoir affirmé dans une interview que l'Algérie avait hérité de territoires marocains suite à la colonisation française. Face à ces condamnations, la France dénonce une posture d'escalade de la part des autorités algériennes tout en cherchant un équilibre entre prudence diplomatique et fermeté dans ses réponses. La libération de Boualem Sansal se fait désespérément attendre et l'écrivain franco-algérien malade suscite de plus en plus d'inquiétudes. Un échec pour le gouvernement français impuissant face au pouvoir algérien. Le cas de l'écrivain s'ajoute à d'autres dossiers qui rendent la relation bilatérale tendue entre les deux pays. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio, #Boualem Sansal aussi. La France doit-elle sortir de la diplomatie avec l'Algérie ? Qu'en pensez-vous ? Alors vous votez puis vous donnez évidemment votre avis au 0826 300 300. Vous le savez, Parlons vrai sur Sud Radio, c'est votre radio. Et puis nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes avec Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du BNVCA, qui est le Bureau de vigilance contre l'antisémitisme et président de l'association Ben Gurion, organisatrice de conférences, colloques, 28e Salon des écrivains également. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous et à tous les auditeurs. Et je précise à nos auditeurs que vous avez déjà refait 48 histoires de quartiers de Paris, de villes françaises. Vous êtes remonté comme jamais. Vous êtes un puits de science. J'ai eu tout l'historique du quartier Pereire, n'est-ce pas, dans le 17e aujourd'hui. Paris est une des plus belles histoires françaises. Ouais. Alors je vous présente face à vous, là aussi, l'une des figures marquantes de l'histoire de cette émission. Quelqu'un qui est de la capitale, je suis né dans le 15e. Quelqu'un qui n'est pas en reste. Quel match qui se prépare. Joseph Touvenel est avec nous, vice-président du Centre européen des travailleurs, ancien grand syndicaliste. Cher Joseph, bonsoir. Bonsoir Judith, bonsoir Frédéric, bonsoir les auditeurs et auditrices. Oui, bravo. Allez, 0826 300 300, fil au standard. On accueille Cédric qui nous appelle d'Autignac et c'est dans l'Hérault. Bonsoir Cédric. Bonsoir Judith, bonsoir Frédéric et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Vous êtes allé voir le Tour de France ou pas hier pour l'étape, non ? C'est quoi le Tour de France ? Ah d'accord. Très bien. Ça s'appelait à Frédéric Brindel comme réponse. Voilà. Allez, on est la team. C'est quoi le Tour de France ? C'est bien. Merci Cédric. Je me sens moins seule tout d'un coup. Alors Cédric, déjà vous connaissez le principe. Vous allez rester avec nous, vous allez jouer avec nous. Vous êtes notre auditeur fil rouge du jour. Et puis c'est un appel à ceux que ça intéresse d'ailleurs. 0826 300 300. Vous voulez parler de remettre l'éducation au centre de la famille. Mais il est très important de remettre tout ça dans le centre de la famille et surtout pas de prendre des méthodes
un petit peu de n'importe comment, telle que la méthode Montessori notamment. Non, la méthode Montessori où en fait on doit toujours dire tout, presque amène à l'enfant, et que c'est l'enfant qui est presque roi à la maison. Moi je trouve qu'il est important. On a des problèmes dans toutes les villes de France aujourd'hui et tout le monde a l'impression d'être étonné. Mais mince, comment ça se fait? C'est quand même bizarre. Ben non, mais bon, les gouvernements font exprès, font tout pour que justement il y ait tout. Je dis pas que c'est fait exprès dans le sens propre du terme, mais que les émeutes, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à une mauvaise éducation. La mauvaise éducation, elle est due à quoi? Ben, on nous a serré la ceinture. Moi, quand j'étais enfant, j'écoutais mes parents. Mon père grondait un petit peu. Bon, ben, on restait sage. Maintenant, en fait, quand on commence à hausser le ton, les gens vous regardent bizarrement, presque à prendre le téléphone, à filmer, à dire « Ouah, t'as vu, il va taper son gosse, machin, allons-y, on va faire des selfies. » Ben non, il faut savoir réprimander les enfants, il faut savoir éduquer les enfants. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, mais il faut être ferme. La fermeté, ça n'a jamais tué personne. Il faut savoir être strict, ça n'a jamais tué personne non plus. Et je pense que quand on aura mis tout ça ensemble, on aura la possibilité d'avoir des enfants qui écouteront du premier coup ou du deuxième coup, mais répéter les choses. Ce qui se passe maintenant aujourd'hui, c'est que les parents ont lâché du lest et ils ont tellement lâché du lest que maintenant, c'est comme pour la pêche. Le crin est parti trop loin, on peut plus ramasser et ça va casser. Il préfère la pêche au cyclisme. A priori, ouais. Alors, juste, Montessori, c'est pas tant sur l'éducation, c'est sur les méthodes d'apprentissage. Donc c'est un petit peu différent, mais on a bien compris ce que vous vouliez dire. Vous parlez d'éducation positive, en fait, c'est ça. Alors, oui, mais il y a eu des personnes, je suis allé voir vite fait pour voir un petit peu, il y a des sites, des gens qui sont des papas ou des mamans comme tout le monde et qui veulent donner des cours aux gens, leur disant attention, il faut pas crier sur les enfants, ça les traumatise, et crient en gras. Mais on va où? Ces gens-là, ils font du mal à la France. Ces gens-là, faut leur péter les blogs, faut tout fermer, ils font n'importe quoi. Merci Cédric, parlons vrai sur Sud Radio. Péter les blogs. Cachez vos blogs, mesdames et messieurs. C'est trop autoritaire. Non mais sérieux. Alors attendez, parce qu'on a une de nos vraies voix qui arrête pas de hocher la tête depuis tout à l'heure, Emmanuel Abramovitch. Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut être que d'accord avec vous de replacer l'éducation et la discipline et la méritocratie au centre de la famille. Mais nous sommes dans une situation paradoxale que vous avez évoquée, parce que finalement, on a fait de l'enfant un roi dans la famille, et devant la justice, il est toujours incapable d'être jugé et de comprendre ce qu'il a fait. Alors je trouve qu'il y a là un paradoxe tout à fait intéressant, et j'espère que nous aurons l'occasion de revenir effectivement sur le rôle néfaste de l'éducation nationale, qui a coupé les parents des devoirs du soir de leurs enfants, créant ainsi une distance aussi entre l'enfant et les parents. Alors ça c'est vrai, moi je peux témoigner en tant que maman que c'est le nivellement par le bas, c'est-à-dire qu'il y a peu de devoirs à la maison parce que il faudrait que tous les enfants sont pas aidés de la même manière, donc pour que tout le monde soit au même niveau, surtout faut pas trop travailler quoi. Joseph Touvenel. Comment on fait faire les devoirs à son enfant quand on sort d'être caissière d'une grande surface à 22h, on rentre à 23h chez soi, on réveille le gamin. C'est pas possible. Donc on a un problème aussi d'organisation de la société, d'horaire d'ouverture, et tous ceux qui nous écoutent, s'ils sont d'accord, ils évitent d'aller dans les grandes surfaces le soir après 20h. Voilà, ça commence. Et tous les banlieusards qui voulaient rentrer à l'heure mais qui avaient des embouteillages et qui ont raté. Voilà. Exactement. Mais là où Cédric a raison, c'est dans l'éducation, en fait, on se construit parce que on a une autorité parentale qui dit non. Et ça, c'est comme ça qu'on se construit. Après, il faut pas tomber dans des excès. Mais effectivement, la suite de mai 68, ça a été l'enfant roi. Et donc ça pose un vrai problème. Mais ce problème, en plus, il est surdimensionné dans notre pays par l'arrivée de populations qui n'ont pas la même culture que nous. Celui qu'on parle très bien, il s'appelle David Duquesne. David Duquesne, sa mère est algérienne d'origine, française, mais d'algérienne. Il a écrit un bouquin, et son père, français, c'est un gars qui a vécu... Ses parents se sont connus aux îles dans le nord de la France. Et il a écrit un bouquin qui est « Ne fais pas ton français ». C'est-à-dire que quand il respectait la règle, la loi, etc., ce qu'on lui apprenait à la maison, son père comme sa mère, on lui disait « Ne fais pas ton français ». Et il explique très bien qu'une grande partie de cette population est élevée avec « les filles sont enfermées, n'ont pas de droit, ne peuvent pas sortir, sont sous surveillance maternelle, des tantes, des sœurs, et les garçons, c'est l'enfant roi. Alors petit, c'est l'enfant roi, très bien. Et puis cet enfant roi, ensuite,
eh bien, il a tous les droits, il est dans une surpuissance et il n'accepte plus les règles. Un des cas de cette royalisation de l'enfant, enfin je fais un néologisme dans ce cas-là. C'est sans doute pour ça qu'on a des quartiers qui prennent feu, parce que quand une masse de la population est élevée comme celle-là, alors ça joue. Quand c'est une personne isolée. C'est une partie de ces enfants, parce qu'il y a d'autres enfants dits de ces couples modernes qui sont construits bien différemment, sans volonté d'autorité, et on s'y retrouve aussi. Et ça n'a rien à voir avec une raison culturelle. Il dit bien, il est une autre civilisation qui donne. Il dit le garçon est d'abord choyé, puis intouchable, puis dominateur. Ce qui pose un certain nombre de problèmes. Il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, c'est clair que les parents doivent être responsabilisés. Vous restez avec nous dans un instant, c'est l'œil du Tour de France. Et merci Cédric. Merci Cédric, pour ce sujet. À tout de suite. Ah oui. Sud Radio. Voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Il est 17h17 sur Sud Radio, c'est l'œil du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France en direct. La 17e étape, les sprinteurs pouvaient reprendre la main aujourd'hui au programme 160 km 400 entre Bolène et Valence, et une arrivée à Valence où Vincent Barthaud, il y a eu une chute et c'est le sprint final. Oui, Fred, une arrivée tumultueuse avec beaucoup de chutes dans les derniers kilomètres. Exactement, et à 600 mètres de l'arrivée, la plus grosse chute de la journée où pratiquement 15 hommes ont pu se disputer le sprint, et on a vu encore une victoire de Jonathan Milan, le coureur italien de la Trek, qui a devancé Jordi Muss, le Belge de la Red Bull Bora. Parmi les blessés dans la chute, il y a Tim Merlier, il y a Binyam Girmay. Voilà, il fallait s'attendre de toute façon à ce que ça chute, puisque il y a plus dans les 20 derniers kilomètres, ça a rendu la chaussée glissante. Mais enfin, encore une victoire de Milan, qui se révèle être un des plus grands sprinteurs du peloton. Oui, a priori, il a sécurisé son maillot vert du classement par points avec cette victoire. Pas tout à fait, mais c'est bien parti, Oui, c'est bien parti. C'était pratiquement la dernière étape pour les sprinteurs. L'étape de Pontarlier va être difficile. On va arriver dans 2 jours dans les Alpes, deux des étapes de montagne difficiles. Donc je pense qu'il a peut-être assuré effectivement son maillot vert à Paris. Bon, pas de grabuge. Vous parliez du champion d'Europe Tim Merlier. A priori, il a juste été retardé, mais pas blessé. Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur les blessés, mais ça fait mal quand même. Oui, ça fait mal parce que le plus touché, je pense, c'est Binyam Girmay. On le voit franchir la ligne un peu forcément égratigné de tous les côtés, que ça soit le bras droit ou la hanche droite, mais tout le monde a l'air de repartir. Voilà, alors on a une liaison assez mauvaise, mais on a bien compris que Binyam Girmay, donc le porteur du maillot vert l'année dernière, qui est tombé mais qui passe la ligne a priori gravement blessé au bras. Merci Vincent Barthaud. Merci Vincent. Allez, 17h19, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu: sage, voyou et audition. Il y a urgence à attendre pour prendre position sur la loi Duplon. Emmanuel Macron dit attendre la décision du Conseil constitutionnel. Bientôt jugée pour corruption et trafic d'influence, la ministre de la Culture, Rachida Dati, s'en prend aux magistrats. Le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, la traite en réponse de voyou sur Sud Radio, tout en réclamant sa démission. Et puis la petite amie de Cédric Jubilard a été auditionnée plusieurs heures aujourd'hui. À 2 mois du procès, elle affirme qu'il lui aurait avoué le meurtre de son ex-compagne Delphine. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, cet avis sans précédent de la Cour internationale de justice à propos du réchauffement climatique. La CIJ le dévoile en ce moment même depuis quelques heures. Le changement climatique, une menace urgente et existentielle, déclare notamment le président de la juridiction internationale. Il peut compromettre ce changement des droits humains fondamentaux, dont le droit à la santé. Décision présentée comme historique sur la responsabilité des États dans la lutte contre le dérèglement du climat. Une procédure initiée par le Vanuatu, un petit État insulaire de l'océan Pacifique menacé par la montée des eaux. On en vient à votre premier mot, sage, avec cette pétition contre la loi Duplon. 1 800 000 signatures dépassées aujourd'hui pour cette pétition contre la loi Duplon et la réintroduction décriée d'un pesticide, l'acétamipride. Le chef des députés macronistes, Gabriel Attal, préconisait il y a quelques jours de s'en remettre à une nouvelle décision de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire. Solution qui présente l'avantage évidemment de gagner du temps sans prendre position trop clairement. Dans le même ordre d'idées, Emmanuel Macron en appelle ce matin à attendre la décision du Conseil constitutionnel sur cette loi récemment adoptée. Le président de la République l'a dit lors du Conseil des ministres, comme rapporté ensuite par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas.
Respectons le temps institutionnel, a-t-il dit. La loi telle qu'elle a été votée est aujourd'hui au Conseil constitutionnel, donc il attendra les conclusions du Conseil constitutionnel. Et il a rappelé que notre action politique, quelle qu'elle soit, y compris sur ces sujets agricoles, doivent être notamment guidées par la science et que nous devons en même temps défendre nos agriculteurs dans un monde où il faut exercer une juste concurrence. Et il a eu cette phrase plutôt en fin de Conseil des ministres en disant « tout ce qui nous désynchronise nous pénalise ». Et donc il est très attentif à ce chemin de crête qui doit être un chemin de crête suivi par le gouvernement. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Joseph Touvenel, juste concurrence, il s'agit bien de ça finalement, parce que ce pesticide, il a été utilisé jusqu'en 2018, puis retiré du marché en France, puis remis parce que à un moment donné, la majorité des pays européens l'utilisent aussi. Et nous, si on peut pas l'utiliser, on importe des légumes et des fruits qui sont déjà sous pesticides aussi, puisqu'ils viennent de pays où on n'a pas les mêmes normes. Je suis pas scientifique, donc je peux pas développer sur la dangerosité ou non. Je sais que d'ailleurs les scientifiques sont pas tous d'accord. Oui, et ça c'est un point clé parce que ça relativise tout. Ouais. La deuxième chose, c'est que je constate que tous les pays de l'Union européenne l'utilisent, sauf nous. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait des morts, des cancers qui explosaient dans ces pays de l'Union. Et puis j'ai eu la curiosité d'aller voir le texte de loi. Et qu'est-ce qu'il précise ? C'est que c'est une mesure provisoire. Oui, c'est jusqu'en 2020. Non, 30, je crois. Absolument. Ouais. Qui se fait, en même temps, on essaye de trouver d'autres solutions. Et je ne pense pas qu'il y ait une telle urgence, sauf pour nos agriculteurs. Rappelez-vous, quand ils ont eu cette interdiction pour la betterave sucrière, la France, qui était le premier exportateur, s'est totalement écroulée. Il a fallu revenir sur cette interdiction pour qu'on se relève. Mais derrière, ce sont des milliers d'emplois. Il faut aussi penser à ça. Et moi, je suis un peu étonné d'entendre des écolos qui nous parlent beaucoup de choses et qui se fichent totalement de tous ceux qui produisent par exemple en Ukraine. On a bien entendu Madame Rousseau. Hein. Oui, mais qui se fichent totalement des conditions de travail des ouvriers dans les champs, dans d'autres pays, notamment du tiers-monde, où alors là, on les arrose de DTT, de machins, de saloperies diverses, ça ne les intéresse pas. Ben moi, ça m'intéresse aussi la condition des travailleurs. Alors, Emmanuel Abramovitch, il y a quand même cette histoire de science qui doit trancher au bout d'un moment, parce que c'est vrai, s'il y a danger, il ne faut pas prendre de danger. Mais alors quoi, on fait au bénéfice du doute ? Alors, comme Stéphane, je ne suis pas un scientifique, donc je ne vais pas me positionner... Comme Joseph, je ne suis pas un scientifique, donc je ne vais pas me positionner sur cet aspect des choses. Moi, il y a un aspect qui me gêne terriblement. La République française s'est dotée d'un Parlement et d'un Sénat. Le texte a été voté. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ce coup de couteau dans le dos de la démocratie française ? Voilà, c'est assez clair. Nous continuons avec votre deuxième mot, Félix. Voyou, c'est un terme très fort, effectivement, employé aujourd'hui par un responsable du PS, sur Sud Radio d'ailleurs, à propos de Rachida Dati. La ministre de la Culture sera jugée, ainsi que Carlos Ghosn, pour corruption et trafic d'influence. Décision suite à laquelle elle a dénoncé hier soir une procédure émaillée d'incidents, des magistrats qui marchent, qui piétinent les droits de la défense. Rachida Dati, pour rappel, elle-même ancienne garde des Sceaux, magistrate aussi de profession. Dans le Grand Matin Sud Radio, oui, le secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet, a donc eu ces mots très lourds à son égard. Nous demandons au Parti socialiste de manière très claire la démission de Rachida Dati. Rachida Dati utilise des méthodes trumpistes. Elle attaque en permanence pour essayer de se dédouaner. Rachida Dati est une habituée du fait. Rachida Dati, aujourd'hui, est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits extrêmement graves. Elle était députée européen, elle faisait en même temps des notes pour des grandes entreprises. Rachida Dati est une voyou, je vous le dis. Rachida Dati est une voyou. Cette méthode qui est en permanence d'attaquer pour essayer de se dédouaner et de passer pour une victime, c'est insupportable. Le député européen et secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. À 18h15, dans Les Vraies Voix, dans l'Info en Plus, on sera avec le président de l'Union syndicale des magistrats aussi pour réagir à ces propos de Rachida Dati. Ça il va y avoir des poursuites, a priori. Ouais. Allez, l'actu, c'est aussi cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé sur la situation humanitaire à Gaza. Une grande proportion de la population meurt en ce moment à Gaza, alerte le directeur de l'OMS, qui fait écho au signal d'alarme aussi d'une centaine d'ONG humanitaires, notamment. Le risque de famine à Gaza est le résultat du blocus israélien, affirme la diplomatie française aujourd'hui. En réponse, Israël nie cet après-midi être
à l'origine de la famine. Israël qui pointe plutôt la responsabilité du Hamas dans la situation. Un tout petit mot quand même, Emmanuel Abramovitch. Le Hamas, on sait qu'en fait, il vole l'aide humanitaire. Alors, le Hamas vole l'aide humanitaire pour mieux la vendre et pour contrôler à qui il la vend ou à qui éventuellement il la donne, ce qui lui permet de reconstituer ses troupes. Ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, moi, quand j'entends le président de l'OMS, ou là, je sais pas ce qu'il attend, il doit être en vacances ou en croisière selfie, lui aussi, le président de l'ONU, mais c'était ça leur job au départ. S'ils avaient bien fait leur travail, sans être au service ou cornaqués par le Hamas, il n'y aurait personne d'autre que l'ONU et ces organisations originelles d'aide aux réfugiés. Or, c'est parce qu'ils ont fait mal leur travail, ils ont été pris la main dans le sac en aidant et les terroristes. Vous savez qu'il y a des images, il y a des preuves incontestables que de gens de l'ONU et de l'UNRWA qui ont participé au 7 octobre. C'est pour ça qu'ils ne sont plus là. Alors il faudrait remettre l'église au centre du village et rappeler que depuis que les Américains et les Israéliens se sont mis au service de la nourriture des Palestiniens, ils ont servi plus de 40 millions de repas. Ça, c'est une réalité. Bon, alors, c'est un point de vue. D'abord, faut pas oublier que les 40 millions de repas ont été servis. Non, mais si on veut que tout s'arrête, ils sont pas les seuls. C'est relativement facile. Il faut libérer les otages. Absolument. Enfin, ceux qui n'ont pas été exterminés. Absolument. C'est le béaba, c'est le début, c'est le commencement, c'est l'alpha et l'oméga. Ensuite, la guerre, c'est toujours difficile. La guerre, c'est toujours une souffrance. Les Israéliens font partie d'une démocratie. Ils ont face à eux une dictature, un mouvement terroriste. Et d'ailleurs, Israël est critiqué même en interne, à juste titre ou pas, j'en sais rien. Mais attention à l'information, les chiffres que nous avons sont donnés par le Hamas. C'est comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, je prenais les chiffres des nazis en disant, voilà, c'est les bons. Attention, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Ça veut dire que moi, je suis allé en bordure de Gaza. Et j'ai vu que tout n'était pas effondré. On nous montre des images qui sont justes. Mais on focalise sur un point. Qu'il soit malheureux, qu'il y ait des problèmes, mais on sait aussi que les livraisons humanitaires, c'est bien parce qu'il y a les gens du Hamas que ça ne passe pas. N'oublions pas ça. Et ensuite, moi, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'il y ait la paix sur cette terre, la paix pour les Juifs, la paix pour les musulmans et la paix pour les chrétiens qu'on a un peu tendance à oublier. Quand je regarde le nombre de chrétiens qui restent à Gaza, je me dis, mais c'est sous l'autorité du Hamas que tous ces gens ont fui, pourquoi ? Et les homosexuels, et les LGBT, et les intellectuels. Allez, votre troisième mot, Félix. Audition. La petite amie de Cédric Jubilard était entendue par les enquêteurs aujourd'hui. Audition à Auch dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines dans le Tarn en décembre 2020. Pour rappel, aucun corps n'a jamais été retrouvé dans cette affaire. Cédric Jubilard a toujours nié son implication, mais il sera jugé en septembre. La justice retient un faisceau d'indices contre lui. Et Paul Vinel, sa petite amie, affirme donc qu'il lui aurait avoué avoir tué son ex-compagne. Et oui, j'ai déjà tué une fois, ne me trompe pas et tout se passera bien. Voilà ce qu'aurait affirmé Cédric Jubilard à une de ses petites amies. Cette femme qui se présente comme la compagne actuelle du principal suspect a finalement été entendue aujourd'hui par la justice. L'avocat de la jeune femme s'était dit ravi que sa cliente soit enfin auditionnée, elle qui avait souhaité que la justice l'entende. Mais du côté de la défense de Cédric Jubilard, eh bien c'est la surprise, puisque Jean-Baptiste Allary, l'un de ses avocats, s'interroge. Mais pourquoi avoir attendu 3 mois avant de l'interroger ? En tout cas, le procès Jubilard doit s'ouvrir le 22 septembre prochain pour 4 semaines devant les assises du Tarn. Et pour rappel, Cédric Jubilard est mis en examen depuis juin 2021 pour meurtre sur conjoint. Il est d'ailleurs placé en détention provisoire depuis maintenant 4 ans. Les précisions de Paul Vinel pour Sud Radio. Merci Paul Vinel, merci Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le grand débat du jour. Le ministre de l'Intérieur a critiqué le macronisme, le qualifiant de mouvement sans idéologie qui disparaîtra après Macron. En réaction, Elisabeth Borne a dénoncé une tentative de division et affirmé que le macronisme est une idéologie et un parti politique. Bruno Retailleau a précisé que sa présence dans la coalition n'est pas un soutien au macronisme, mais une défense de l'intérêt général face à la gauche mélenchonisée. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron, tout simplement, a lancé Bruno Retailleau. A-t-il été tenté d'ajouter dès mon arrivée à l'Élysée ? Peut-être. En tout cas, les sondages le propulsent depuis quelques semaines dans la caste des hommes politiques les plus appréciés des Français. Est-ce que sa déclaration sur le macronisme ne lance finalement pas sa campagne présidentielle ? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Bruno Retailleau a-t-il l'étoffe d'un président de la République ? Répondez vite, nous vous donnons le résultat de la consultation dans un instant. Et vous pouvez nous appeler aussi, vous le savez, au 0826 300 300. Pour en parler, nous sommes avec Luc Gras, politologue, auteur de La démocratie en péril. Bonsoir Luc, bienvenue. Bonsoir Judith.
Alors Luc, n'hésitez pas à faire une réponse courte à cette question. Bruno Retailleau se prépare-t-il de manière plus ou moins directe selon vous, du coup, à l'échéance présidentielle ? Vous savez, sous la Ve République, la mère des batailles, c'est l'élection présidentielle. Tout homme politique en vue a vocation à préparer l'élection présidentielle. Donc, oui. Oui. Merci, vous restez avec nous, bien sûr, pour notre grand débat du jour. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Une soirée de discussion avec eux ne s'arrête jamais puisqu'ils ne s'arrêtent jamais de discuter. Nos deux vraies voix sont des parleurs, ce sont des penseurs et ce sont des proposeurs. Emmanuel Abramovitch, qui est secrétaire du bureau de vigilance contre l'antisémitisme et président de l'association Ben Gurion, et puis Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs et ancien syndicaliste. Vous allez voir, ils ont des choses à dire. C'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le patron des Républicains et ministre de l'Intérieur s'est lâché sur le macronisme dans un entretien à Valeurs Actuelles. Selon lui, le macronisme n'est donc ni un mouvement politique ni une idéologie. Pire, il disparaîtra après le président Macron. Sa collègue de l'éducation, Elisabeth Borne, qui est aussi ancienne première ministre, l'a accusé en retour ce mardi sur le réseau social X de tenter de diviser le socle commun et ainsi d'affaiblir les remparts contre les extrêmes. Agir ensemble exige du respect mutuel, a-t-elle fustigé, en affirmant que le macronisme était une idéologie et un parti politique. Bruno Retailleau assure que sa présence dans la coalition gouvernementale de la droite et du centre n'est pas une adhésion au macronisme, mais elle est animée par l'intérêt général et son refus que la gauche mélenchonisée accède au pouvoir. Les informations ont fuité, et oui, comme de bien entendu, du Conseil des ministres qui a débuté ce matin, donc par une pique d'Emmanuel Macron à l'attention de Bruno Retailleau. L'objectif, remettre le ministre à sa place. Les macronistes lui ont emboîté le pas en fustigeant le manque de solidarité gouvernementale du ministre de l'Intérieur. Pendant ce temps, Bruno Retailleau affine son plan d'attaque pour l'Élysée. C'est une évidence. D'où notre question sur le compte X. Allez-y, votez parce que ça réagit, ça évolue. La question, Bruno Retailleau a-t-il l'étoffe d'un président de la République ? Pour l'instant, vous dites non à 68%. Et vous pouvez continuer à le dire au 0800 26 300 300, bien évidemment. On va écouter... Alors, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Oui. Donc, c'était juste le point presse après le Conseil des ministres ce matin et elle revient sur la déclaration de Bruno Retailleau. Ce n'est pas une surprise que Bruno Retailleau ne fait pas partie du groupe Renaissance et revendique son appartenance au groupe Les Républicains. Ça, c'est une chose qui est très claire pour tout le monde et qui fait partie de ce moment politique particulier que parfois j'appelle la polyphonie, qui est en fait un assemblage auquel nous avons accepté, nous les Républicains, de participer pour éviter une France qui serait gouvernée autrement par notamment des extrêmes et notamment une partie de LFI. Sophie Primas, ce matin, en réaction. Alors, on est toujours avec Luc Gras, qui est politologue, auteur de La démocratie en péril. Luc, vous avez commencé à nous dire que oui, effectivement, Bruno Retailleau, il est en train de préparer sa posture présidentielle. Mais il a tout de même dit, le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous adhérez à cela ? Vous savez, historiquement, 2017, Emmanuel Macron fait naître un grand espoir avec son idée du nouveau monde, partant d'un constat exact, qui était que le monde politique était sclérosé. D'ailleurs, dans mon bouquin, justement, j'en parle de cette démocratie sclérosée. À partir de là, le premier geste qu'il fait, il va, tel Jupiter, rejoindre, comme vous vous rappelez bien, à la pyramide tout seul. Et malheureusement, il n'a pas enchaîné sur la construction d'un parti. Un parti, c'est quoi, pour répondre à l'ancienne Premier ministre? Ce sont des militants. Il n'y a pas de militants à Renaissance. Des élus, il y en a très peu. Citez-moi un seul maire de grande ville. Il n'y en a pas à Renaissance. Donc, ce sont des militants. Ce sont un programme. En 2022, chacun sait qu'il n'y a pas eu de programme. Et c'est une formation politique. Ça, c'est très important, former les élus. Et il n'y a pas de formation dans ce parti, en réalité sérieuse. Donc, vous voyez, ça n'est pas un parti politique. Une idéologie, en deux mots, le nini n'est pas un oui. Or, en politique, une idéologie répond à un oui. Il n'y a pas de oui dans le macronisme. Il y a simplement se garder, comme l'a fait l'ancienne Premier ministre, le rempart contre les extrêmes. Mais ce n'est pas un programme, ça. Et Retailleau effectivement, Luc Gras très bien être un rempart contre les extrêmes sans avoir besoin des macronistes. Luc Gras, donc sur ce premier point sur lequel vous revenez, on va solliciter nos deux vraies voix. Donc le macronisme déjà, puisque c'est ce qui a été finalement minimisé par Bruno Retailleau.
quand même, Joseph Touvenel, il y a un parti, alors un coup il s'appelle En Marche, un coup il s'appelle Renaissance, on ne sait plus. C'est vrai que ça n'aide pas. Mais quand même, il y a des Gabriel Attal, Prisca Thévenot, des gens qui sont là et qui sont élus. Alors, il y a un semblant de parti, parce que quand on regarde le nombre d'adhérents, alors il y avait beaucoup d'adhérents au départ. Je rappelle qu'au départ, il avait monté un truc où l'adhésion était gratuite. Ça aide. Ensuite, ça s'est écoulé. C'est comme ça qu'on a rempli les stades au rugby, au départ. Mais en fait, il y a une personne qui s'appelle Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'on dit le macronisme. Mais il n'y a rien derrière. D'ailleurs, quand le général de Gaulle s'est lancé en politique, il n'a pas fait un parti gaulliste. Il a fait un parti, il a fait l'UDR, il a fait des partis qui étaient des partis, qui ont d'ailleurs réuni un certain nombre de gens autour d'un programme. Luc l'a très bien dit. Où est le programme? Il n'y en a pas. C'est on change, on navigue, mais il y a difficilement un programme qui peut être tenu quand les promesses d'il y a 2 jours, on nous dit le contraire 3 jours après. Et ensuite, il y a des gens, Attal, etc. Je remarque que chacun fait son micro-parti. Ce qui montre bien que, voilà, parce que il y a à la fois des compétences politiques, mais il y a surtout une envie de pouvoir exacerbée, et on se dit, quand le Macron, qui est aujourd'hui le chef, sera mort, je serai peut-être chef à la place du chef. Emmanuel Abramovitch, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un gros problème de gouvernance, en fait. Il n'y a jamais eu de gouvernance solidaire telle qu'on peut l'espérer pour la France, c'est-à-dire un président, un Premier ministre et tous les ministres à l'action. Nous n'avons jamais eu cette équipe homogène. Quand il y a les commentaires en sortie de Conseil des ministres qui évoquent que M. Retailleau attaque le rempart de la résistance, mais le premier rempart de résistance qu'il y avait à construire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, c'était pour protéger les Français de tous les malheurs qui les frappent. Or, comme ils n'ont construit aucune barrière digne de ce nom, ils sont complètement décrédibilisés. Et puis il y a une dernière chose, non, désolé de vous décevoir, mais les jours qui s'annoncent, même sans Macron, vont être difficiles, parce que le macronisme va nous coller à la semelle des chaussures comme un chewing-gum, et je parle exclusivement de l'endettement. Bon, alors, il y a quand même un groupe qui est présent à l'Assemblée nationale, il y a un parti, que vous le vouliez ou non. Bon, nous allons 0826 300 300. Là, c'est un parti pris de Frédéric. Hein. Non, c'est un juste équilibre du débat, parce que je n'ai pas... Oui, voilà. Merci, ma chère Judith. Mais la métaphore du chewing-gum, j'aime bien. Voilà. C'est pas parce qu'on donne le contre-pouvoir qu'on est pour. C'est pas parce qu'on est, c'est pas une histoire d'opinion. Voilà. Merci Judith. Simon, 0826 300 300. Vous êtes avec nous. Votre point de vue, Simon. Alors déjà, on rentre sur le débat. On a parlé du macronisme, c'est une chose. Mais nous, notre question, c'est Bruno Retailleau a-t-il l'envergure d'un président de la République? Qu'en pensez-vous? Il en a la volonté, effectivement, il s'exprime, mais ça va au-delà de la solidarité gouvernementale qui doit exister, comme ça a été justement dit. Et puis, Bruno Retailleau, il faut quand même le dire aux auditeurs, pour l'instant, c'est le cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il essaie de faire croire qu'il veut vraiment une vraie droite, mais le moment venu, et sûrement avant, donc, surtout s'il reste associé à ce gouvernement, il va s'associer de toute façon avec les centristes, Horizon particulièrement. Voilà. Bon, donc, il est quand même chef des LR, voilà. Oui, mais les LR, ça représente 5% de l'électorat. Un peu plus. Donc, un petit peu plus. Voilà. Un petit peu plus quand même. 9. Allez, soyons gentils. Oui, mais même si on représentait 10 ou 11 oui, 12, mais regardez, Macron, quand il est arrivé, il n'avait pas de parti non plus. Donc, comme quoi, tout est possible. Mais Macron, c'est pareil, c'est l'illusionniste. C'est comme il l'a dit lui-même, le magicien dont j'ai oublié le nom, d'une époque révolue, voilà, donc... oui, c'est Gérard Majax, peut-être, non? Voilà, ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour votre témoignage. On continue avec nos auditeurs. On a Cédric qui a envie de nous donner son opinion aussi. C'est notre auditeur fil rouge du jour. On vous écoute, Cédric. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur M. Retailleau, à part... Ce que vous avez envie de dire, c'est ça, parlons vrai. Allez-y, dites-nous. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un ancien de l'UMP, il a été au Sénat, donc c'est quelqu'un qui a déjà trempé les doigts dans la soupe, et maintenant, il va nous dire, dans la changer les choses. Non, mais bon, voilà, il va nous dire, je vais changer les choses, je vais faire ci. Moi, honnêtement, tous ces gens-là, je ne les crois pas. Voilà. Pour moi, ce sont des
menteur. Mais il n'a pas l'étoffe d'un président de la République pour vous, Bruno Retailleau? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Puisqu'en fait, déjà, il avait les doigts dans le gouvernement ou au Sénat. Vous aimez bien, vous servez beaucoup des doigts, Cédric, quand même. Non, mais bon, c'est vrai qu'il était au Sénat, donc pour moi, c'est quelqu'un qui aurait pu faire bouger les choses. Ouais. Et c'est que maintenant qu'ils se disent, oh là là, on va peut-être faire bouger les choses. Si je me mettais président, j'aurais une retraite paisible. Comme j'ai été sénateur, j'aurais ma retraite de sénateur. Et ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Bon, moi, ce que je veux, c'est que des gens qui tapent du poing sur la table et qui disent maintenant, on veut travailler pour les Français. Et je veux plus entendre. Est-ce que vous lavez bien les mains, vous, Cédric? C'est une question que vous pose notre réalisateur. Oui. Juste dire une dernière fois, j'aimerais entendre quelqu'un d'un parti politique qui dit une fois dans sa vie, une seule fois, je veux que la France gagne, je veux que les Français s'en sortent. Il n'y en a pas un seul. Bon. On les entend simplement dire on veut gagner. Merci, Cédric. Luc Gras, vous entendez tous nos auditeurs et vous entendez nos vraies voix. C'est à vous de trancher, Luc. C'est à vous de trancher, voilà, exactement. On vous écoute. Non, mais sur Bruno Retailleau. Moi, j'ai assisté à une réunion il y a pas moins de 24 heures où toute l'Assemblée était favorable au Rassemblement national. Tout le monde. Et j'ai été très surpris de voir que quand on abordait la question Retailleau, la salle se divisait en deux. Alors, c'est pas un sondage, malheureusement, mais la salle se divisait en deux. C'est-à-dire, sur toutes ces personnes qui étaient Rassemblement national, il y en avait la moitié qui était assez obligeant avec Retailleau et qui était quand même impressionné par le fait que, contrairement à d'autres, il a, lui, rempli des fonctions exécutives. Il est faux de dire qu'au Sénat, il n'a pas été actif. Il a été très actif. Mais quand on connaît l'équilibre des pouvoirs sous la Ve République, vous êtes au Sénat majoritaire, vous ne pouvez pas faire passer vos textes parce que, à l'Assemblée nationale, d'autres ont voté pour d'autres majorités qui bloquent. Donc, au Sénat, toutes les sensibilités politiques reconnaissent que c'est quelqu'un qui travaillait. Donc, moi, je suis pas là pour prendre parti parce que je suis politologue. Mais la réalité, c'est que c'est une candidature crédible. Et d'ailleurs, quand on regarde le sondage 68%, c'est pas 95%, vous voyez. Or, souvent, moi, je suis habitué à Sud Radio que ce soit 95%. Ça peut Là, on est passé à non. Luc, on est passé à non à 71%, non 71%, oui 29%. Vous voyez, ça va en plus dans le sens, hein. Allez-y, Luc. Ouais. Alors, donc, pour dire que, en politique, ce qui est important, ce sont les dynamiques. Cette personne qui était pourtant dans le milieu politique, ça c'est vrai ce que disait l'auditeur, depuis des années, il n'était pas connu. Il est connu et en visibilité depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Et c'est pourquoi, dans sa stratégie, il va y rester le plus longtemps possible. Parce qu'il marque des points au niveau du ministère de la Parole. Il peut pas faire plus, il n'y a pas de majorité. Et en plus, dans son propre gouvernement, dès qu'il lève le petit doigt, on le voit, tout le monde se focalise contre lui. Donc, il y a une dynamique relativement populaire qui fait que c'est un candidat crédible. À ce stade-là, on peut pas aller beaucoup plus loin. Il a rempli des missions exécutives, ce qui lui donne du crédit. Il a une dynamique électorale. Et enfin, et comme l'a dit Judith, c'est quand même le chef de LR, excusez-moi, mais le LR à côté du RN en termes d'implantation militante, en termes d'élus locaux, en termes de maire de grande ville, etc., c'est autre chose. Bien sûr. Enfin, et en conclusion, pendant longtemps, le RN était à 1%. Enfin, le Front National était à 1%, et il disait à l'époque, c'est pas parce qu'on est à 1% qu'on ne peut pas peser demain. Eh bien, qu'ils s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils disaient hier. Bravo. Emmanuel Abramovich-Retailleau, il a dit notamment qu'il considère représenter une droite utile, mais pas docile. Donc, en fait, effectivement, son rôle de ministre de l'Intérieur nous permet de le découvrir et lui de s'installer dans cette posture présidentielle. Il a la sémantique aisée, c'est très bien, sauf que dès comme ça, on en a déjà eu et la France ne va pas mieux. Ce que je comprends, moi, dans l'expression du suffrage des auditeurs, c'est que c'est pas le tout, cette fois-ci, de gagner les présidentielles. Celui qui va gagner les présidentielles doit être capable de déscléroser, de dénoyauter la France de ces syndicats qui se sont incrustés dans la fonction publique, à l'éducation nationale, dans la justice, dans les transports, dans la fonction hospitalière. Et les Français n'en peuvent plus de souffrir dans tous ces domaines de la vie française citoyenne qu'ils payent avec leurs impôts et de subir le diktat des minorités. Et je pense que le vrai défi du prochain président de la République, c'est d'arriver à libérer la France et les Français de ce noyautage. Bon, est-ce que Joseph Touvenel, Bruno Retailleau est l'homme qui peut relancer la droite, l'homme qui peut tuer le RN ou rien du tout? À savoir pourquoi le RN n'est pas de droite? Et quand vous dites relancer la droite, la question qui se pose... Non, la droite républicaine, on va dire ça comme ça. Parce qu'ils ne sont pas républicains? Soit extrêmes.
Bah oui, d'accord, ils sont extrêmes. Le général de Gaulle aussi était extrême, donc il faut définir les choses. Pour trancher, il y a quand même une différence entre LR et RN. Il y a un moment donné, on n'est pas tout à fait. Sinon, ils ne seraient pas du même parti. Il y a sans doute une différence. Je voudrais savoir où est la différence sur la sécurité, sur l'immigration, sur la natalité. On trouve des différences sur peut-être l'économie. Oui. D'accord. Plus libéral pour les LR. Ça veut dire que si on a une différence sur l'économie, on est extrême. Mais non, on vient de dire les LR. Non, les LR, justement. Oui, les plus extrêmes, si on est libéral, seraient les LR. Ben oui. Donc voilà. les extrêmes sont les LR. Mais mais c'était pas la question, ça reste deux partis. Alors, vous avez dit la droite, mais il y a plusieurs droites. Donc on l'appelle extrême, Jean-Claude, Michel ou Jean-Pierre, ça change rien. La question qui se pose, d'abord, est-ce qu'il a les capacités d'être un bon président de la République? J'en sais rien. Si un jour il est au pouvoir, on verra. Peut-être qu'il n'y sera jamais. Est-ce qu'il a la capacité de rassembler les droites? Parce que la gauche le fait depuis des décennies sans que ça gêne personne. Il n'a peut-être pas envie de rassembler les droites parce qu'il a un héritage gaulliste et que de l'autre côté, il n'y a pas un héritage gaulliste. C'est pas vrai. De l'autre côté, il y a la famille Le Pen. Mais non, mais c'est pas vrai. L'héritage gaulliste de Le Pen, aujourd'hui, au sein du RN, vous avez des gens qui étaient des gaullistes historiques. Des militants gaullistes de base. Il y a tout. Et donc, faut arrêter ça, c'est des schémas d'il y a 20 ans ou 25 ans qui étaient justes, qui ne sont plus justes aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse sur Bruno Retailleau, c'est est-ce qu'il a des perspectives? Alors, je vois deux choses. Un, c'est quelqu'un qui avait voté contre Maastricht, qui a voté contre Lisbonne en disant on a trahi le peuple et je n'accepte pas qu'on trahisse le peuple. Je trouve ça intéressant. Deux, par exemple, un autre exemple, il s'est opposé à la privatisation des autoroutes en disant les autoroutes telles qu'on les paye, ça permet d'entretenir tout notre système. Et il avait raison. Et donc c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui s'est pas trompé comme ça. Maintenant, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? J'en sais rien. Pour terminer sur les syndicats, j'ai cru que vous parliez des syndicats patronaux. Et on conclut. Parce que je voudrais juste redonner la parole à aujourd'hui, il ne faut pas confondre ce qu'on nous raconte aux 20h avec le travail qui est fait tous les jours constructif dans les entreprises par l'entente entre syndicats patronaux et syndicats de salariés. En général, ce qu'on raconte aux 20h, c'est je ne parlais bien sûr que du syndicat qui sort de sa mission. Je redonne la parole à notre invité, Luc Gras, qui est politologue, auteur de La démocratie en péril. Pour terminer ce débat, s'il vous plaît, on vous laisse la parole, justement. Et petite conclusion, cher Luc Gras. Conclusion très courte. Très courte conclusion, je reprendrai ce qu'ont dit, je crois que c'est Emmanuel et mon cher Joseph. Je crois que la France est effectivement sclérosée, que les problèmes sont très clairement identifiés par les Français dans les études d'opinion depuis des mois et des mois. C'est la question du pouvoir d'achat. Autrement dit, le travail ne paie pas, contrairement à ce qu'on dit en France. Ce qui paye, c'est la finance, mais c'est pas le travail. Premier point. Deuxième point, l'hémiplégie totale d'une partie du personnel politique par rapport aux questions de sécurité et de pression migratoire. Peu importe, celui qui arrivera à traiter à se saisir de ces points, questions-là, eh bien celui-là, il aura une dimension présidentielle. Merci beaucoup Luc Gras. Je rappelle que vous êtes politologue, auteur de La démocratie en péril. Merci d'avoir participé au débat avec nous. Aujourd'hui, vous restez avec nous comme notre auditeur Cédric, puisque dans un instant, on va jouer. C'est un petit quiz concocté par mes soins. Aujourd'hui, je ne vous dis que cela. On avait dit que ça serait rugueux, les débats. Ça l'a été. Rugueux. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h54, on est toujours avec Emmanuel Abramovitch, qui est secrétaire général du Bureau de vigilance contre l'antisémitisme, et Joseph Touvenel, qui est vice-président du Centre européen des travailleurs. C'est l'heure du quiz musical. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Cédric, notre auditeur fil rouge, est avec nous. Il va défier donc nos deux vraies voix. Vous êtes tous les trois face à face. Nous allons vous proposer 9 extraits. Il faudra que vous soyez le plus rapide à chaque fois pour nous donner l'interprète. Celui qui répondra le plus rapide marquera un point. Le premier au bout des 9 extraits. Et votre thème du jour, les années 80. C'est parti pour le premier. Oui, Cédric. 1-0-0 pour Cédric. Je précise que Joseph n'est pas favori de ce jeu. Joseph, enfin. Je l'ai dit, je le redis. J'ai choisi les années 80 exprès. Le jour où on aura les chansons de l'armée française, alors là, on pourrait me mettre favori, mais sinon... Allez, extrait numéro 2. Michael Jackson. Emmanuel égalise. Emmanuel, Cédric, 1 partout. Joseph, 0. Extrait 3. Michel Berger, plus rapide. Emmanuel, 2-1. Vous l'aviez, Cédric, effectivement, mais c'est 2-1 pour Emmanuel. Allez, numéro 4. Oui, c'est pour Cédric, 2 partout. Quel match. Un face-à-face terrible. Bien arbitré ou pas par Joseph. Allez, numéro 5. Queen. Bravo.
Oui, c'était Manuel. Hein. Oui, c'était Manuel. Oui, je confirme. Ouais, c'est 3-2. Très mal en plus, c'est dommage. Faut mettre plus fort. Faites en sorte que notre Cédric entende bien, cher Julien Delmas. Allez, numéro 6. Début de soirée. Oui, 3 partout, mais quel match! C'est peut-être le plus beau match. Quiz, je sais pas c'est peut-être le plus beau match de l'histoire des vraies voix ce soir. Allez, numéro 7. Talk? Non. C'est pas Talk. J'entends pas. Now I know I've got to run away. Vous l'avez, Cédric? Je le connais pas. Je l'ai sur le bout de la Joseph, je vous pose pas la question. Joseph, il dit plus rien. Quelle lettre? S. 3, 2, 1, top, pas de point là-dessus. Soft Cell. Attention, il reste 2 extraits, tout est encore possible, y compris le match nul. Allez, 8. Blondie, Emmanuel, alors c'est simple. La rêve, c'est comme au tir au but, Cédric. Soit vous marquez, vous égalisez, ça fait 4-4. Soit c'est Emmanuel qui gagne, soit c'est Joseph qui se réveille. Allez, numéro 9. C'est une victoire exceptionnelle d'Emmanuel Abramovich, mais nous n'oublierons jamais ce Cédric venu d'Autignac dans l'Hérault qui a enlevé le AULT pour mettre un OS ce soir. Je voudrais remercier Joseph qui m'a beaucoup aidé. Oui, bien sûr, parce que par les gestes. Voilà. Non, tu m'as laissé en me disant rien. Allez les amis, merci Cédric. Chers auditeurs, chères auditrices, vous le savez, vous pouvez nous appeler pour jouer, pour participer à nos débats. Vous restez avec nous dans un instant, c'est le journal et puis plein d'autres petites choses qui arrivent, dont un auditeur en direct. Attention, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nous sommes repartis pour la deuxième mi-temps avec ces 2 cadors de l'art linguistique. Emmanuel Abramovich, secrétaire général du Bureau de vigilance contre l'antisémitisme. Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs. Et je ne vous dis que ça sur eux, parce qu'ils ont tellement d'autres choses, tellement d'autres cordes à leurs arcs. 0826 300 300 si vous voulez réagir à ce que vous entendez sur notre antenne. Vous savez, vous le pouvez. Aude vous attend au standard de Sud Radio. Eh bien, on reçoit Laurent qui nous appelle de Mérignac. Bonjour Laurent, bonsoir. Oui, bonjour. Ouais, on sait plus si c'est le soir ou bonjour ou bonsoir. Là, ouais. Oui, c'est le grand soleil. Bon, à partir de 18h, c'est le soir normalement quand même. Ouais. Alors Laurent, vous voulez passer un coup de gueule parce qu'il y a un truc qui s'apprête à arriver le 10 septembre. C'est un collectif qui veut bloquer le pays. Encore tiens. Ouais. Ça s'appelle on reprend les mêmes et on recommence, non? Moi, ça m'inquiète. Genre, je vois les mêmes effets visuels que quand il y a eu les gilets jaunes. J'en ai marre de tous ces gens là qui sont là, pour la plupart du temps nantis ou planqués là, et qui n'ont qu'une idée, c'est de bordéliser le pays. Quand des gens comme moi on bosse, on se donne toute la journée, toute la semaine, toute l'année pour faire vivre nos entreprises et avancer, et pendant ce temps, il y a des gens dont le seul but c'est la destruction. Moi j'ai un très mauvais souvenir des gilets jaunes, j'ai fermé une boutique, j'ai licencié une personne parce que j'ai perdu 70% de mon chiffre. J'ai qu'une crainte, c'est que ça recommence quoi. Alors, les gens en question, ils se présentent comme des infirmiers, des enseignants, des chômeurs, des mères de famille et des jeunes précaires. Oui. Et donc ce ne sont pas des nantis. Donc ce ne sont pas des nantis, et ils veulent dire stop à l'austérité. Bayrou, Emmanuel Abramovich. C'est une manière de réagir comme une autre, j'ai envie de dire. Oui. Je suis gêné aux entournures quand j'entends une telle critique, cher monsieur, des Gilets jaunes, parce qu'au départ, la descente dans les rues, sur les routes, au carrefour des Gilets jaunes, c'est quand même l'expression d'un malaise populaire profond et réel. Là où je rejoins votre inquiétude, c'est évidemment à partir du moment où il y a une récupération politique. Quand ce n'est plus le peuple qui est dans la rue, sur les ronds-points, mais une idéologie, alors là, effectivement, je suis aussi... craintif de ce qui peut aboutir, y compris de la prise au sérieux par les politiques de l'expression de ces mouvements. Donc j'espère que ce sont des gens qui ne représentent que leurs emplois, que leur personne, un malaise profond, sans récupération idéologique. Alors... dans l'histoire, Joseph Touvenel, les grands révolutionnaires volaient aux riches pour redistribuer aux pauvres. J'ai l'impression que les révolutionnaires de notre époque bloquent surtout les pauvres. Mais exactement, vouloir bloquer le pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller travailler,
qui ont besoin de revenir du travail, qui ont besoin de leurs revenus parce qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois, et bloquer le pays, ça veut dire que ces gens-là ne pourront plus vivre. Et les idéologues qui nous font ça, alors en fait c'est qui? C'est les Trotskos, c'est l'extrême gauche, etc. Faut pas se leurrer. Ils prennent des métiers qui sont nobles et qu'il faut défendre et qui méritent d'être défendus, comme le métier d'infirmier, et ils les mettent en avant. C'est la vieille utilisation Trotsko, hein, pour bordeliser le pays. Trotsko, c'est-à-dire Trotskiste, voilà. Mais j'avais bien compris, mais communistes, machin, tous ceux qui nous ont toujours raconté le bonheur du peuple en mettant en place des dictatures. Par contre, il y a des vrais problèmes sociaux, mais c'est pas en bloquant un pays qu'on va les résoudre. Et d'ailleurs, si vous regardez les grandes lois sociales de la France, elles ont été amenées par des gens qui allaient discuter, négocier, et pas par les révolutionnaires. Alors, quand même, pour expliquer aux auditeurs, regardez bien les grandes lois sociales de la France. Mais justement, Trotsky, il disait que pour mieux détruire en fait l'ordre établi, il faut le connaître. Donc, il faut intégrer la société, et c'est ça en fait. Généralement, voilà. comme généralement c'est des bobos, c'est des bons bourgeois, ils connaissent l'ordre établi. Hein. Il n'y a qu'à voir nos passaran de la supérette dans mon quartier riche. Hein. Oui, ça d'accord. Bien. Ils ont le droit de pas avoir de supérette s'ils veulent pas, bon sang. J'avais dit des vraies voix rugueuses. Je n'avais pas menti. Aujourd'hui. Je n'avais pas menti. Laurent, un petit mot pour terminer, grosso modo, vous êtes d'accord que quand même, effectivement, ce sont quand même des gens qui sont en souffrance qui font ça? Eh bien, je pense que c'est des gens qui se font manipuler, justement, par les nantis et les planqués dont je parlais tout à l'heure, pour servir une idéologie qui vise à déstabiliser le pays. Merci beaucoup pour votre témoignage, Merci, Laurent. Vous pouvez en faire pareil, hein, vous les auditeurs, les auditrices, vous le savez, 0826 300 300. Le standard est là, il vous attend. Dans un instant, vous allez retrouver Félix Mathieu et son info en plus. Sud Radio, c'est votre radio, parlons vrai. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Et tiens, après son renvoi en procès pour corruption et trafic d'influence, Rachida Dati s'en est pris au magistrat. Un procès de Rachida Dati et de Carlos Ghosn pour des versements de 900 000 euros qu'elle a reçus à l'époque où elle était eurodéputée. Et juge la soupçonne d'avoir monnayé du lobbying pour Renault et Nissan au sein du Parlement dans lequel elle était élue. Un renvoi en procès correctionnel auquel la désormais ministre de la Culture a réagi hier soir chez nos confrères de LCI Extrait. Toute cette procédure a été émaillée d'incidents. D'abord, je suis mise en examen sur un rapport incomplet. Des dizaines et des dizaines de pages sont manquants au rapport. Il y a un problème avec la justice. Je vais vous dire, je ne renoncerai sur rien. Moi, je n'accable pas les magistrats. Quel est le problème alors ? Je n'accable pas les magistrats. Je n'accable pas la magistrature. J'accable des magistrats qui refusent de faire leur travail conformément, évidemment, au code de procédure. Rachida Dati hier soir sur LCI. J'ai déjà entendu ça. Pour en parler justement, nous sommes en ligne avec le président de l'Union syndicale des magistrats. Bonsoir Ludovic Fria. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Mais bienvenue. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors la ministre de la Culture, on le rappelle, qui est aussi une ancienne ministre de la Justice, que vous inspirent ces propos ? Je me demande qui parle exactement. Est-ce que c'est Rachida Dati, la justiciable? Et là-dessus, j'ai rien à dire. Elle se défend comme elle le peut. Elle a le droit de maudire ses juges. Ou est-ce que c'est Rachida Dati, la ministre actuelle, l'ancienne garde des Sceaux, qui, là, ça me pose difficulté. Ça me pose difficulté en ce sens que, en tant que ministre, elle incarne une parole institutionnelle importante. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas, institutionnellement, dire de façon aussi abrupte, jeter l'opprobre sur les juges et dire ces juges-là, je ne les reconnais pas, ce sont des juges politiques, et je décide de critiquer frontalement leur travail et ce qu'ils font, alors que leur travail est encadré. Il y a eu de nombreux recours qui ont été faits dans la chambre de l'instruction. Cette chambre de l'instruction est composée de nombreux magistrats différents. Tout s'est joué, pour moi, en tout cas, dans le respect des principes d'état de droit. On ne peut pas dire ensuite le juge est un ennemi et à partir du moment donné où le juge, pour moi, est considéré un ennemi politique, je récuse sa légitimité. Parce qu'elle est à la fois les deux finalement par rapport à votre question. Elle est à la fois une justiciable qui exerce sa défense et une responsable politique. Dans ce contexte, comment on met le curseur entre... Bon, c'est vrai que quand quelqu'un se défend, il va tendance à mettre en cause celui qui le poursuit et le fait d'aller trop loin peut-être en tant que ministre dans sa critique des magistrats. Le curseur est ténu. C'est là toute la difficulté. J'ai pas, moi, à m'initier dans le débat politique, à dire un ministre mis en examen ou un ministre renvoyé dans un tribunal doit rester aux affaires. Ça ne me regarde pas. Ce que je constate, c'est que l'exercice est quand même difficile, qu'on est à la fois un justiciable qui doit se défendre et qui, pour ça,
peut dire tout ce qu'il semble utile à sa défense, et qu'on met également un ministre qui doit porter une parole publique. Monsieur le président de l'Union syndicale des magistrats, je faisais un clin d'œil à la fin du récit de Félix Mathieu en disant on a déjà entendu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, pour votre profession, travailler sur un dossier d'un politicien est plus dur qu'un autre justiciable finalement, parce qu'il y a un envolement médiatique, une pression constante? Je vous pose la question. On voit clairement qu'on est exposé, et beaucoup plus exposé sur ces dossiers médiatiques, ou sur ces dossiers, on va les appeler politico-judiciaires, parce que effectivement, le débat se fait de plus en plus hors du prétoire, se fait dans l'arène médiatique, et d'autre part, c'est un moment de fond, on va dire, on le voit bien déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, le juge doit être critiqué sous un angle politique, on le désigne comme une politique, ce qui permet quelque part par avance de discréditer soit l'instruction qu'il a menée, le travail qu'il a mené, soit la décision qu'il va être amené à prendre en prononçant ou pas une culpabilité et en individualisant la peine à la gravité des faits. Alors, Joseph Touvenel, est-ce que Rachida Dati, elle ferait pas un peu la défense par l'attaque? Est-ce que c'est pas ça sa manière de fonctionner en général, en fait? C'est sa manière de fonctionner. Après tout, c'est son droit. Encore faut-il que l'attaque reste dans certaines bornes. Alors, moi, elle les dépasse, selon vous? J'en sais rien parce que je connais pas le dossier. En tout cas, Rachida Dati, si on me l'a décrit comme une blanche colombe, je n'y croirais pas. Le problème de la magistrature, c'est quand on a laissé passer des choses qui s'appellent le mur des cons. Je rappellerai que c'est un syndicat, le syndicat d'un magistrateur, qui avait mis des photos de personnes qu'il n'aimait pas, notamment... Et de victimes. C'est pas le même syndicat, là, le monsieur. Oui, je sais bien que c'est pas le... Je parle bien du syndicat de la magistrature. En fait, ce que vous dites, Joseph, c'est que c'est un boulet que la justice traîne aujourd'hui. Oui, ça n'est pas dans la problématique. Quand on a des juges politisés, quand ils osent mettre la photo d'un père de famille qui a perdu sa fille assassinée dans le RER, et il l'affiche sur un mur des cons parce que ce père est militaire, sans avoir un instant sur la souffrance de cette famille, le moindre regard, parce que ce sont des juges d'extrême gauche, ça décrédibilise toute la justice. Ce problème n'a pas été réglé parce que ces gens continuent à juger. Alors Rachida Dati, elle embringue là-dedans et elle accuse les juges. Il faudrait peut-être faire le ménage chez les juges politisés. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais on ne juge pas de façon politique. On fait le ménage chez les juges, mais peut-être chez les politiques un peu aussi, non, Emmanuel? Alors je voudrais rester un instant, puisque l'interlocuteur représente la justice. Il est vrai que nous, en tant que Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, quand nous poursuivons des gens qui occupent l'espace public pour répandre des mensonges comme génocide et faire l'amalgame avec la personne de confession juive que je suis, j'attaque, je poursuis, et nous sommes classés sans suite, ou alors on nous répond que c'est la liberté d'expression. Et donc, au nom de la liberté d'expression, on a le droit de m'accuser, de me stigmatiser et de me fragiliser dans la rue. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec cette façon d'exercer la justice. Oui, mais on parle de Rachida Dati. Non, mais pardon, j'y reviens. C'est vrai que je suis parti un petit peu loin. C'est un cas dont vous faites état et qui est très important et qui évidemment nous touche énormément, qui est l'antisémitisme. Au-delà de ça, on ne peut pas du tout généraliser sur la question de la magistrature. Alors, pardonnez-moi, je suis allé un tout petit peu loin. C'était simplement pour dire qu'effectivement, en termes de crédibilité, la justice est malade. On l'entend. Ludovic Fria, vous êtes donc, je rappelle, un président de l'Union syndicale des magistrats. Qu'est-ce que vous avez à répondre à nos deux vraies voix? Alors, à votre vraie voix, d'une part, sur le mur des cons, je rappelle que des membres de mon syndicat avaient l'honneur d'être sur ce mur des cons. Donc, ce que j'en pense, j'en pense que c'était déplacé. Mais ce que je pense également, c'est que ce n'est pas à moi, syndicat, d'être l'arbitre, si j'ose m'exprimer ainsi, du bon usage du droit syndical ou des élégances syndicales. Si des magistrats et des magistrats à titre syndical dépassent, on va dire, les limites de leur déontologie et de leur serment, il existe des procédures et que le ministère les utilise. On ne peut pas d'un côté dire ces magistrats font n'importe quoi, c'est scandaleux, et puis dire on peut rien faire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Effectivement, la parole syndicale est une parole libre, plus libre que le magistrat lambda, c'est certain, mais elle n'est pas totalement libre, elle reste soumise à nos obligations déontologiques et syndicales. Donc moi ce que je dis, c'est que si effectivement il y a des écarts qui sont commis,
que ces écarts fassent l'objet de poursuites devant le CSM, et puis on verra bien ce que le CSM en dira. Merci beaucoup Ludovic Friat. Je rappelle que vous êtes président de l'Union syndicale des magistrats. Merci beaucoup Félix, avec Mathieu. Plaisir. Allez, on reste ensemble parce que tout de suite c'est l'œil du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France. Mais dans le cadre de l'affaire du mur des cons, il n'y a pas eu de sanction. Oh, Emmanuel Abramovitch, vous êtes à l'antenne. Vous savez que vous êtes en direct ou pas? Voilà. Alors, donc le Tour de France, Judith nous avait formidablement bien lancé. Comme d'habitude, je reprends le flambeau. 17e étape, les sprinteurs pouvaient reprendre la main aujourd'hui et ils l'ont repris cette main. Au programme 160 km entre Breslen et Valence. Le problème, Pascal Chanteur, c'est qu'il y avait de la pluie sur les 20 derniers kilomètres et c'est tombé comme un château de cartes. Alors, victoire du maillot de vert, Milan devant le Belge Meus et Lund Andresen, le Danois. Au-delà de ça, Pascal Chanteur, on repose la question du danger des sprints. Ça glissait, mais certains sprinteurs ont quand même été au-delà de ce qu'on peut accepter dans ce sprint, non ? Oui, exactement, Frédéric. À mon Faites attention, Pascal, on vous entend pas bien. Ouais. Et essayez de trouver un endroit sans bouger, Pascal. Voilà. Descendez de votre vélo, c'est facile, ça. Voilà. Ouais. Allez, pour vous, Frédéric Brindel. Ouais, c'est bon, Pascal. Allons-y. Ouais, allons-y, Pascal, c'est bon. Oui, je disais un peu plus d'1 kilomètre, 1 kilomètre 100. Un coureur de Bicnic a essayé de s'infiltrer entre deux coureurs, un coureur de Cofidis et un coureur de la Groupama. Et ça a été la chute sur la ligne droite, alors que pratiquement tous les ronds-points étaient passés. Il restait plus que le dernier virage à peu près 600 mètres de la ligne d'arrivée pour avoir un sprint massif. Il s'est avéré qu'il y avait un sprint en petit comité et Milan l'a remporté devant Meus. Alors, il y a un nouveau système dans les courses professionnelles, c'est l'instauration du carton jaune, et au bout de 2 cartons jaunes, c'est rouge, donc vous quittez la course. Est-ce que là, il y a eu un carton jaune, on l'imagine, oui? Pascal Chanteur. Allô? Oui, l'idée du carton jaune. Ouais. Oui, les cartons jaunes ont été intégrés depuis l'année dernière, et c'est de l'art des coureurs qui souhaitaient absolument à ce qu'il puisse y avoir des avertissements donnés à des coureurs qui auraient fait preuve de mauvaises intentions dans un sprint. Mais on a décidé aussi d'avoir l'apport d'un ancien sprinter. Je pense que dans les premiers mois, ça verra le jour, un sprinter pour pouvoir accompagner les arbitres, pour pouvoir les aider dans les prises de décision de cartons jaunes. Et ces cartons jaunes ne sont pas donnés uniquement aux coureurs, mais ils sont donnés à l'intégralité de la bulle course, c'est-à-dire à l'ensemble des suiveurs qui sont dans la course. Les directeurs sportifs, etc. Ouais. Les directeurs sportifs, etc. Et l'organisation. Bon, merci Pascal Chanteur pour ce point. Pas de changement au classement général, Judith, évidemment, ça vous a pas échappé. Donc, qui garde le maillot jaune, Judith? Je ne sais toujours pas. Bon, Pogacar? Bah oui, quand même. Arrêtez. Bon. Ne faites pas votre Joseph Touvenel de la musique. Non, j'aime bien être blonde, vous savez. Moi, c'est plutôt ça mon trip. Allez, restez avec nous. Dans un instant, c'est le tour de table des vraies voix. Et puis, ça va être rugueux, comme dit notre cher Brindel. Voilà. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bon, vous avez compris que Judith et moi avions face à nous... On fait tampon. Oui, un défi énorme, c'est-à-dire essayer de maintenir une espèce de rigidité dans l'analyse de nos brillantes vraies voix. Emmanuel Abramovitch du Bureau de vigilance contre l'antisémitisme, il en est le secrétaire général et puis président de l'association Ben Gurion. Et puis Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs et qui est ancien grand syndicaliste, la CFTC. Oui, ces deux-là sont remontés comme jamais. Et en plus, tenez-vous bien, c'est leur moment, Judith, là. Voilà, ça va déménager. 18h29, un tour de table des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis Darmanin. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. C'est fatigant d'être intelligent, Emmanuel Abramovitch. Vous voulez nous parler de l'Euro-Palestine et d'Olivia Zemmour? Alors c'est très intéressant votre introduction parce que être intelligent, c'est pas fatigant. Ce qui est très fatigant, c'est de devoir consacrer son intelligence, entre guillemets, ou sa culture, à parler de gens ou de mouvements
comme je vais le faire aujourd'hui, qui ne valent rien. Qui manquent d'intelligence. Voilà. Alors je vais citer, pourvu qu'elle m'attaque en justice, j'aimerais bien, je vais parler d'Olivia Zemmour et d'Euro-Palestine. Je voudrais savoir qui au gouvernement et comment est-ce que c'est possible que l'on accepte l'occupation de l'espace public, l'incitation à la haine, l'appel au boycott, l'appel à la résistance. Quelle résistance? Et par amalgame, je suis stigmatisé, moi, en tant que Français juif. Alors, je voudrais bien comprendre quelle démocratie importe un conflit extérieur, accepte de stigmatiser une partie de sa population. Que dit ce laisser-faire? Et c'est là que je suis inquiet et remonté, car nous avons tellement de beaux sujets, ou de vrais sujets à aborder, que devoir interpeller vos auditeurs, les députés, les sénateurs, sur ces questions qui ne sont rien d'autre que du trouble à l'ordre public, occupation de l'espace public, pour répandre le mensonge et l'intoxication, ça suffit. Le tout étant fait pour une vaste cuisine électorale, ces gens qui sont capables de manifester sans autorisation de la préfecture. Moi, je ne le fais pas, même quand j'ai une bonne cause à défendre. Donc, cette capacité pour certaines personnes au pouvoir de laisser ces gens d'Euro-Palestine et Olivia Zemmour déverser sa haine m'interroge vraiment quant à leurs objectifs à eux. Et je terminerai avec une question. N'y a-t-il pas dans cette tolérance outrageante à Euro-Palestine une odieuse concurrence entre des gens qui ont besoin de cette clientèle? Je pense à un président de la République en difficulté et un Mélenchon qui est déjà clairement identifié. Alors, pour rappel, Olivia Zemmour, elle est présidente d'Euro-Palestine. Elle dénonce les encouragements au génocide et fustige l'attentisme de Paris. Sur le même sujet, elle accuse la France de complicité active avec Israël et met en doute la sincérité des annonces d'Emmanuel Macron, Joseph Touvenel. Déjà, ce qui me choque, c'est qu'on emploie le terme de génocide dans une guerre qui était une guerre pour libérer des otages et pour libérer un peuple. Parce que je rappelle que le peuple de Gaza est sous la dictature du Hamas. Un génocide, c'est pas ça. Un génocide, on en a connu lors de la Seconde Guerre mondiale. On sait ce que c'est. Ça n'a rien à voir. Oui. Il y a eu les Arméniens, il y a eu les Aérois, il y en a eu beaucoup. Mais c'est un terme qui est aujourd'hui porté par les associations humanitaires qui remontent les informations. Hein. Des associations qui devraient être humanitaires, qui ne le sont pas. On ne fait pas de l'humanitaire en mentant. On ne fait pas de l'humanitaire en truquant. Alors redonnez-nous la définition d'un génocide, Joseph Touvenel. Un génocide, c'est quand on s'en prend à un peuple entier pour le faire disparaître. Ok. Avec tous les moyens nécessaires et disponibles. Alors moi, je vous pose la question, je fais mon métier de journaliste, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une démarche qui vise à faire disparaître le peuple gazaoui ? Absolument pas. Ni, et alors je vais même vous étonner, parce que ni de la part du Hamas qui a besoin de manipuler le peuple palestinien pour exister, parce que j'espère qu'il reste quand même quelques personnes pour comprendre ce qui se passe sur place, aussi bien le Hezbollah que le Hamas n'existent que par la tyrannie qu'ils arrivent à exercer dans un espace dans lequel ils n'organisent jamais d'élection. On a bien identifié ce mouvement. Ce mouvement. Le Hamas n'est pas intéressé à faire un génocide, sinon ils n'ont plus de population à défendre entre guillemets, quand on sait comment ils les défendent. Et ensuite, côté israélien, les premiers à avoir tendu la main, je me permets de vous le rappeler, à un certain Yasser Arafat, qui a terminé prix Nobel de la paix après avoir été reçu à Camp David sous Jimmy Carter, ça ne nous rajeunit pas, c'était quand même les Israéliens. Des deux côtés, ceux qui ont prôné la paix se sont fait assassiner dans leur propre camp par des extrémistes. Absolument, on le rappelle. Votre question est légitime. Si Israël voulait faire un génocide à Gaza, ça serait facile, ils en ont les moyens militaires. Ce serait fini depuis longtemps. Et pourtant, il y a des jeunes soldats israéliens, à très grande majorité juifs, mais pas seulement. Dans l'armée israélienne, il n'y a pas que des juifs, qui vont risquer leur vie pour chasser le Hamas, qui a démontré que c'était un danger absolu. Les horreurs qu'a fait le Hamas, on ne peut pas l'imaginer. Il faut les voir comme j'ai pu les voir. C'est un mouvement terroriste. Mais c'est un mouvement terroriste, mais d'une bestialité extrême. Eh bien, Israël sacrifie des jeunes Israéliens pour ne pas, justement, faire de génocide. Ça serait très facile, ils bombardent et c'est terminé. Et pourtant, Emmanuel, il faut risquer la vie de jeunes Israéliens pour justement pas tuer des innocents. On ne peut que souscrire à ce que vient de dire Joseph, donc je ne le complète pas, c'est parfait. Ce que je voudrais juste dire à tout le monde, c'est que la chance des Palestiniens, entre guillemets, c'est d'avoir Israël comme ennemi. Parce que s'ils avaient eu Bachar el-Assad ou un certain Saddam Hussein, il n'y aurait plus de Palestiniens à Gaza.
Joseph Tounel, on va changer un peu de sujet. Vous voulez nous parler, vous voulez faire un hommage en fait à tous les Français qui entretiennent et embellissent nos paysages. C'est joli ça, c'est super. Un peu de douceur dans les vraies voix de Sud Radio. C'est l'été, beaucoup on se promène en France, on passe dans des régions et on s'aperçoit que la France est un pays magnifique. Vous savez, Hassan II, l'ancien roi du Maroc, survolant la France, avait dit mais c'est un jardin. Oui, mais un jardin, ça s'entretient. Et on a des milliers, des centaines de milliers d'anonymes qui entretiennent nos paysages. Alors, je pense d'abord aux agriculteurs, modestement. Mais c'est beau, ils l'entretiennent. Mais il n'y a pas que ça. On a des constructions partout. Vous regardez, on a des maisons, des demeures, des châteaux, des pigeonniers, des granges, des fermes, des manoirs qui sont entretenus, qui sont rénovés. Vous avez des gens, j'ai rencontré là récemment quelqu'un qui était restaurateur et puis il a changé parce qu'il a dit mais la restauration, plus tard, il n'en restera rien. Alors, je veux qu'il reste. Alors, il est devenu tailleur de pierre. Et il restaure autre chose maintenant. Et il restaure maintenant. Et c'est beau. Et on a ça un peu partout. Et c'est vraiment la France. Mais la France des anonymes, la France à la fois des petites gens. Puis il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui rénovent. Donc, ils maintiennent notre patrimoine. Il y en a qu'on a peu. Ils le font avec leurs mains. Et ça, c'est aussi la vraie France. C'est pas celle qu'on veut nous vendre tous les matins. Et pourtant, c'est une espèce de France éternelle qui est très belle. Joseph Touvenel, je ne sais pas si vous l'avez écrit, ce que vous venez de nous dire, mais votre enchaînement de mots, là, manoir, etc., vous l'avez écrit, vous l'avez ? Vous pouvez nous refaire la liste ? Celui-là, je peux vous le refaire. Allez-y. Eh oui, c'est les maisons, les demeures, les châteaux, les pigeonniers, les granges, les fermes, les manoirs. Ça ressemble à un poème. Mais c'est un poème qui serait complet si je citais en même temps tous ces objets religieux qu'on a au coin des rues dans nos campagnes. Quand on restaure un calvaire, c'est aussi restaurer un peu la France. Emmanuel Abramovitch, l'idée c'est de faire savoir notre savoir-faire. On est quand même un grand pays d'exception et d'excellence. Et c'est agréable de le savoir. La grandeur de la France dans le monde entier, c'est Chambord, Versailles, Notre-Dame. D'ailleurs, dès qu'il y a un incendie... Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine, Choisy-le-Roi, les châteaux de la Loire, Blois, enfin Léonard de Vinci. Les traces de Léonard de Vinci sont visibles à Blois, à Fontainebleau. Nous avons une histoire extraordinaire. Donc oui, il faut rendre hommage à tous les gens qui se lèvent tôt le matin pour tailler les arbres, les buissons, restaurer toutes ces demeures extraordinaires qui sont notre patrimoine, n'en déplaise à certains, notre culture, nos fondamentaux. Ne pas oublier les rosaires, les églises, les vieilles cathédrales et certaines chapelles qui se perdent au fin fond de la France parce qu'elles ne sont plus fréquentées, mais qui sont quand même des lieux extraordinaires. Merci messieurs pour cette petite bulle enchantée. Allez, dans un instant, c'est le coup de projecteur. Le journaliste français Christophe Glaise a été condamné en Algérie à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme après un reportage avec un leader indépendantiste kabyle. Puis c'est l'écrivain Boualem Sansal qui lui a écopé de 5 ans pour atteinte à l'intégrité nationale suite à des propos sur des territoires hérités du Maroc. Les tensions diplomatiques sont fortes entre Paris et Alger et exacerbées par la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par Emmanuel Macron. Les deux pays sont liés à vie. Ancien territoire français, l'Algérie s'émancipe depuis la fin de la guerre en 1962. Des accords lient les deux nations, leurs populations se fréquentent et parfois se défient. Dans ce contexte, la diplomatie française peine pour obtenir la libération de l'écrivain octogénaire Boualem Sansal. Et la question vous est posée sur le compte X et à l'antenne de Sud Radio avec un hashtag Boualem Sansal. La France doit-elle sortir de la diplomatie avec l'Algérie ? Et pour en parler, nous sommes avec Arnaud Benedetti, qui est fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bienvenue. Alors, question appelant réponse courte, s'il vous plaît. Face à ces condamnations, est-ce que la France, elle doit imposer des sanctions vraiment strictes, plus strictes à l'Algérie, ou est-ce qu'elle doit quand même rester prudente parce qu'une rupture totale, ça serait vraiment pas génial non plus ? Écoutez, clairement, la stratégie qui a été conduite depuis plusieurs mois n'a pas porté ses fruits, donc il faut en changer. Quand un remède n'est plus bon, il faut changer de remède en l'occurrence. Donc il faut sévir. Écoutez, en tout cas, il faut certainement changer de registre et que le rapport de force qu'on nous impose, parce que c'est un rapport de force unilatéral qui est imposé par Alger, nécessite qu'aujourd'hui, on y réponde pour toutes les raisons qui exigent en effet de changer de logiciel. De changer de stratégie. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Vous restez avec nous et vous les auditeurs et les auditrices 0826 300 300 si vous voulez participer. Aude vous attend au standard. Le débat est lancé. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
C'est un moment important, le deuxième grand débat de la soirée. Nos vraies voix sont Emmanuel Abramovitch, bureau de vigilance contre l'antisémitisme. C'est lui, son secrétaire général. Il est aussi le président de l'association Ben Gurion. Et puis Joseph Touvenel, l'ancien syndicaliste de la CFTC, devenu vice-président du Centre européen des travailleurs. Et c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le 30 juin dernier, le journaliste français Christophe Glaise a été condamné en Algérie à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme suite à un entretien avec l'ancien président d'un club de foot devenu un leader du mouvement indépendantiste kabyle. C'était pour le magazine SoFoot. Le lendemain, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné en appel à 5 ans de prison pour atteinte à l'intégrité nationale, car il dit lors d'une interview que l'Algérie, il l'a dit, aurait hérité de territoires marocains à la suite de la colonisation française. Les relations entre Paris et Alger connaissent une forte dégradation aussi depuis que le président Macron a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, un territoire contesté par les indépendantistes du Front Polisario soutenu par Alger. La France dénonce une escalade dans la posture algérienne tout en tentant de maintenir un équilibre délicat entre prudence diplomatique et fermeté dans ses réactions afin de préserver les relations bilatérales. Notre grand témoin, Arnaud Benedetti, a récemment déclaré « La stratégie déployée par la France vise à ne rien faire ». Oui, la libération de Boualem Sansal se fait désespérément attendre. Un échec pour le gouvernement français, impuissant face au pouvoir algérien. Le cas de l'écrivain s'ajoute à d'autres dossiers qui rendent la relation bilatérale explosive entre les deux pays. Nous vous posons donc la question sur le compte X de Sud Radio. La France doit-elle sortir de la diplomatie avec l'Algérie? Et pour l'instant, vous dites oui à 88%. C'est assez clair. C'est assez clair. Arnaud Benedetti, je rappelle que vous êtes fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Du coup, on va vraiment parler de Boualem Sansal. On s'inquiète pour sa santé. Déjà, est-ce qu'on a des nouvelles de lui et est-ce qu'on pense qu'il va réussir à sortir de cet enfer? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour le sortir de cet enfer? Bon, déjà, des nouvelles, on en a très peu, sauf qu'il est aujourd'hui incarcéré à la prison de Coléa, que bon, les dernières informations qu'on a concernant sa santé montrent qu'il est quand même fatigué, que c'est un homme âgé qui est traité contre un cancer, et qui néanmoins fait preuve d'une force de caractère. Il l'a démontré d'ailleurs lors du procès expéditif auquel il a dû faire face 10 minutes, je rappelle, le procès en appel, pas plus long d'ailleurs que le procès en première instance. En tout cas, il force l'admiration et son courage est intact et c'est ça le plus important, ce qui montre qu'en tout cas qu'il a les capacités morales de résistance. Sur la notion de courage, Arnaud Benedetti, c'est évident et on est impressionné par cet homme de 80 ans, vous l'avez rappelé, qui est malade, mais au moment où il est retourné dans l'un de ces deux pays, puisqu'il est franco-algérien, est-ce que il avait conscience du risque qu'il prenait? Oui, moi j'en ai souvent discuté avec lui et souvent je m'interrogeais sur ces allées et venues qu'il pouvait faire entre l'Algérie et la France, entre Paris et sa ville de Boumerdès à 40 km d'Alger. Et il m'expliquait que de toute façon, les autorités algériennes ne portaient aucun crédit et aucun intérêt à ce qu'il pouvait écrire et à ce qu'il pouvait raconter. Même un jour, il m'avait dit, de toute façon, ils me prennent pour un vieux fou. Donc il considérait que finalement, sa parole était totalement indifférente au pouvoir algérien. Vraisemblablement, n'a-t-il pas vu que les relations entre la France et l'Algérie se sont profondément dégradées? Elles n'ont jamais été bonnes, d'ailleurs, depuis 1962. C'est quand même une dominante, il faut le rappeler. Mais il n'en demeure pas moins que la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental a entraîné une escalade supplémentaire dans la dégradation de nos relations. Et il est évident que les Algériens ont arrêté Boualem Sansal. Ils l'ont arrêté parce que c'était pour eux la riposte, la première riposte à ce changement, j'allais dire, de pied diplomatique de la France. Bon, voilà. C'est une réponse vraiment très importante que vous nous faites là, parce qu'il y a 3 points qui sont cruciaux et en tout cas la situation est devenue très claire. On peut continuer. Alors pour rappel, Emmanuel Abramovitch, il y a 53 Algériens expulsés qui ont été renvoyés en France de mars au 22 juillet dernier, donc 4 ces derniers jours. Le but, c'est quand même de contraindre les autorités à reprendre leurs ressortissants illégaux et ça fonctionne pas très bien tout ça, effectivement. Non, et c'est intéressant parce que de quand date la doxa du gouvernement contre Retailleau? À partir du moment où justement lui, avec les prérogatives qui sont les siennes, il arrive à tordre le bras
de l'Algérie. Donc je repose ma question, à qui profite le crime? Qui tire ces marrons du feu? Cette situation est terrible. J'avais une discussion avec Monsieur Ferhat Mehini, qui est le président des Kabyles de France, qui est lui-même menacé par le gouvernement algérien de mort, qui se déplace avec des gardes du corps en France, qui est interdit de territoire dans son pays pour ne pas être arrêté, exécuté par le gouvernement algérien. Vous voyez, il y a beaucoup de gens bien au pouvoir en Algérie en ce moment. Et je lui demandais justement pourquoi Boualem Sansal n'est pas arrêté. J'en étais étonné. Et il m'avait fait cette réponse dont je me souviens évidemment très bien. Il ne le touche pas à cause de sa célébrité. Et je pense que le fait qu'il ait franchi une espèce de pseudo-Rubicon pour les dictateurs militaires au pouvoir en Algérie, consistant à s'exprimer sur le Sahara, reconnu comme espagnol, a été le déclic qui a permis à ce gouvernement totalitaire de enfin embastiller Boualem Sansal. Joseph Touvenel, impuissance des Français ou quand même, attention, on ne fait pas n'importe quoi parce que il y a beaucoup d'Algériens en France, il y a aussi des Français en Algérie. Pas impuissance des Français. Impuissance du gouvernement français, c'est pas la même chose. Une impuissance voulue, sans doute par une ignorance. Quand j'ai à discuter avec quelqu'un, quand j'ai un désaccord avec quelqu'un, je dois me mettre dans son état d'esprit. L'Algérie, comme d'autres, ne connaissent que le rapport de force. C'est pas, j'arrive gentiment en m'aplatissant, en disant s'il vous plaît, est-ce que je peux obtenir? Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. On est pour, on est contre, mais la réalité, c'est le rapport de force. Alors, faut bâtir le rapport de force. Et là, ce qu'on bâtit, eh bien, c'est le rapport de notre impuissance. Et du coup, le monde entier observe. C'est valable pour l'Algérie, mais c'est valable pour tout le reste. La France est donc un pays impuissant quand un innocent est embastillé par une dictature qui vit de la corruption. Et c'est pas nos amis kabyles ou nos compatriotes harkis qui vont me démentir. Alors, pour rappel, Arnaud Benedetti, puisqu'on parlait de Bruno Retailleau, il est en train de restreindre les conditions de déplacement en France d'un certain nombre de dignitaires algériens après le refus d'Alger de reprendre 120 ressortissants qui sont sous OQTF. On rentre dans un endroit où le dialogue n'existe plus. On a l'impression que l'Algérie répond justement à travers ces arrestations, notamment celle de Boualem Sansal, justement maintenant parce qu'il est connu et que que médiatiquement ça va faire un sacré barouf. Donc on est vraiment dans une espèce de manipulation des deux côtés et on a l'impression qu'on n'en sort pas. Non mais Boualem Sansal est un otage. Il est un otage dont les Algériens connaissent le prix, clairement, compte tenu en effet de sa réputation. Je rappelle, c'est quand même un de nos plus grands écrivains francophones. C'est un très grand écrivain méditerranéen qui a été récompensé par de très nombreux prix extrêmement prestigieux. Il est traduit dans de très nombreuses langues. Donc c'est en effet une des personnalités du monde littéraire et une voix d'opposition au régime algérien depuis des décennies. Il écrit son premier livre, Le Sermon des barbares, en 1999 pour dénoncer finalement le récit national algérien et l'échec d'ailleurs du régime algérien et la compromission du régime hérité du FLN avec les islamistes. Donc c'est ce que lui reprochent évidemment les hiérarques algériens. Ensuite, en effet, nous, quand les déclarations, les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur vont dans le sens de ce que nous ne cessons de prôner depuis des mois et des mois. Sans parler des visas, évidemment, qui constituent un levier extrêmement important. En effet, les mesures qui ciblent particulièrement un certain nombre de dignitaires algériens dans leurs intérêts familiaux et privés en France nous paraissent absolument essentiel. On sait que parmi ces dignitaires, il y a qui plus est des gens qui ont participé tout ou partie à la construction du dossier à charge contre Boualem Sansal. On les connaît, on a leur nom. Donc on peut s'étonner que depuis finalement 6 mois, on n'ait pas pris les mesures qui s'imposaient en l'occurrence pour en effet mettre à mal ces personnalités. Ensuite, Arnaud, juste une question par rapport à ça. Le rôle du président Abdelmadjid Tebboune, est-ce qu'on peut dire que c'est un président à la ligne dure, à la ligne anti-française ou pas? Parce que tout est un peu tout dit sur le président algérien. La réalité, c'est que, si vous voulez, la ligne anti-française est une constante dans l'histoire des gouvernants algériens depuis 1962.
Elle l'est encore plus aujourd'hui pour une raison simple, c'est que le pouvoir algérien est un pouvoir extrêmement divisé. C'est un pouvoir où des factions ne cessent de lutter entre elles et que le seul élément de cohésion entre ces factions qui leur permettent de maintenir une sorte d'unité de façade au pouvoir, c'est en effet la ligne anti-française. Ensuite, il faut bien comprendre, comme me le disent beaucoup de mes amis d'opposition algériens, c'est que finalement l'Algérie est une dictature sans visage. Bien sûr, il y a le président Tebboune, mais le président Tebboune n'est qu'une partie, si vous voulez, du pouvoir en Algérie. D'abord, il a été placé, parce que l'élection du président Tebboune est une élection dont on pourrait largement parler compte tenu des conditions dans lesquelles elle s'est tenue, mais il a été placé par les militaires. Il faut être clair, ce qui gouverne en Algérie depuis 1962, c'est l'armée. Mais l'armée est elle-même divisée. Donc, il faut bien comprendre que quand, par exemple, Emmanuel Macron fait le pari de tout miser dans sa relation avec l'Algérie, outre sur une espèce de repentance qui n'a vraiment plus lieu d'être et qui n'a pas lieu d'être en tout état de cause, il fait le pari uniquement d'avoir une relation privilégiée avec le président Tebboune. Sauf que... Ça ne prend pas. Ça ne peut pas prendre parce qu'il n'a pas voulu finalement comprendre quelle était la complexité du régime algérien. Et la complexité du régime algérien, en effet, ce sont des factions qui s'affrontent au sein du pouvoir et que le président Tebboune n'est qu'un élément de ce régime. Donc ça, je crois que c'est une difficulté supplémentaire dans la relation que l'on peut avoir, en effet, avec le régime algérien. Après, je rejoins tout à fait ce que dit Joseph Tounel, c'est-à-dire que les Algériens, quand vous discutez avec des opposants algériens ou des intellectuels algériens, ils vous le disent, ne connaissent que le rapport de force. Ils ont été forgés à l'école du soviétisme, il ne faut jamais l'oublier, et ils en gardent les méthodes, les pratiques et l'esprit. Et ils ne connaissent en effet qu'à un moment donné un rapport de ce type. Et plus nous sommes faibles avec ce régime, plus il pousse l'avantage, et il a manifestement largement poussé l'avantage depuis l'arrestation de Boualem Sansal. Je rappellerai deux éléments. En novembre. Alors attendez, on revient Arnaud, mais réaction. Oui, oui. Il y a quand même pendant ce temps-là Christophe Glaise aussi, dont on a parlé au départ, qui est un journaliste pour SoFoot, donc qui a été condamné à 7 ans de prison le 29 juin dernier pour apologie du terrorisme, et puis parce qu'il a réalisé avec un entretien avec l'ancien président d'un club de foot qui est devenu un leader du mouvement indépendantiste kabyle. Bon, on est dans l'escalade totale. Qu'est-ce que doit faire la France à un moment donné, effectivement? Elle doit prendre parti, elle doit assumer ce qu'elle est, c'est-à-dire une puissance mondiale, un pays, une nation qui a une histoire très particulière et qu'on le veuille ou pas, qui a participé à construire l'Algérie moderne, que ce soit dans son administration, ses infrastructures. Au risque d'avoir une population en interne qui se révolte, puisque la présence des Algériens... C'est la preuve de la bonne volonté française dès la fin de la guerre que d'accueillir autant de personnes algériennes et de leur permettre de faire souche et de faire venir les membres de leur famille. C'est la plus belle preuve d'amour que l'on pouvait donner au peuple algérien. Et c'est pour ça que tous les Algériens ne sont pas à mettre dans le même sac que leur gouvernement. Donc le fait on ne peut pas être mis dans un même sac suivant sa nationalité déjà, c'est un principe. Voilà, absolument. Mais là, en l'occurrence, la distinction se fait vraiment entre le pouvoir qui s'exerce et la majorité des éléments du peuple. Je voulais, si vous le voulez bien, rappeler 2 souvenirs. Le premier, c'est que, à ma connaissance, on n'a jamais vu un postulant à la présidence de la Ve République faire campagne dans un pays étranger. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en allant en Algérie. C'est le premier souvenir. Et puis j'espère que M. Garouti ne m'en tiendra pas rigueur. Benedetti, pardon. Je voudrais rappeler un nom que trop de gens ont oublié. C'est celui de Mohamed Boudiaf. Lui, il a été élu président de l'Algérie et il en est mort. Peut-être parce qu'il n'avait pas les mêmes visions que les dictateurs qui sont au pouvoir aujourd'hui. Peut-être que si Mohamed Boudiaf, dont je voudrais rappeler le souvenir, était au pouvoir, Boualem Sansal n'aurait jamais été emprisonné. Joseph Touvenel, la France a des moyens de pression, c'est évident. Il y a notamment les accords de 68, tout ce qui a suivi la guerre de 62. Je vais vous en donner un seul, parce que le peuple algérien, les accords qui sont très avantageux, le peuple algérien pourrait aussi secouer ses dirigeants en disant on a des avantages, ne les sucrez pas. Je vais vous en donner un qui est à la fois exorbitant et à la fois injuste. Un Algérien qui a plus de 65 ans, qui n'a jamais travaillé en France, jamais cotisé,
Il s'installe sur le territoire national. Il prouve que sa résidence est là depuis quelques mois. Il va toucher l'ASPA. C'est une exception. Pour les Algériens, il va toucher l'ASPA, c'est-à-dire c'est l'ancien minimum vieillesse. Il va toucher 1034 € par mois. Je vous rappelle qu'en France, le SMIC net, c'est 1426 €. C'est-à-dire qu'un citoyen algérien qui n'a jamais travaillé en France, qui a au-delà de 65 ans, qui dit « j'ai pas de revenus et j'habite la France », touche... Sans condition, on vous suit parce que moi j'ai pas l'info. Donc on vous suit, c'est facile. Ouais. Vous faites ASPA et vous vous dites vous êtes algérien, vous répondez etc. Vous allez voir le SMIC 1400 €. C'est normal qu'un Algérien puisse toucher sans rien faire et sans avoir travaillé en France 1034 € par mois. Et des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. C'est plus de 2 fois le RSA. C'est donc à un moment donné. On a des mesures de rétorsion et il y en a d'autres. Arnaud Benedetti, on va vous laisser le mot de la fin rapidement, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, les leviers, on les connaît, ils existent, ils sont nombreux. Joseph Tournel, on a rappelé, il y a les visas, il y a les accords de 68, il y a les consulats aussi. Je rappelle que le consulat quand même de Toulouse, on vient de se rendre compte, délivre des passeports à des clandestins algériens pour que justement, une fois qu'ils aient des passeports, ils soient régularisés d'une certaine façon. Il y a plus de 1000 passeports qui ont été délivrés dans les derniers mois. Il y a 20 consulats algériens. Il y a une mesure très simple à prendre. On ferme un certain nombre de consulats. C'est une possibilité aussi également. Je rappelle qu'il n'y a que 2 ou 3 consulats français en Algérie. Voilà. Donc, en effet, il faut changer aujourd'hui de registre et de braquet. Clairement. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti. Merci, Arnaud. Je rappelle que vous êtes fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Eh bien, les vraies voix pour aujourd'hui, c'est terminé. Ah, ils ont été musclés. Ouais. Bravo, Emmanuel Abramovich. Quand même, voilà, Emmanuel Abramovich, secrétaire général du Bureau de vigilance contre l'antisémitisme et président de l'association Bern Gurion. Merci pour cette verve. Joseph Touvenel. Et voilà, vice-président du Centre européen des travailleurs, Joseph. Merci. Ça fait un sacré score pour le chant. Hein. Voilà. Ah, oui. Vous allez revenir, vous ferez au moins 12 la prochaine fois. Allez, ne manquez pas les vraies voix qui prennent l'air dans un instant, présenté par Frédéric Brindel, évidemment, avec l'ancienne internationale de rugby, Julien Pierre, qui est président de la fondation Fair Play for Planet. Et à oui, tout de suite. À tout.